Rebonjour tout le monde. Nous allons commencer avec 2-3 minutes de retard cette session, mais nous allons nous rattraper, j'espère. Je suis content de modérer cette séance avec Dr. Kraïm, Dr. Triki. Les autres modérateurs vont nous rejoindre. Et nous allons commencer par la première conférence, Dr. Donald. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, merci de me donner l'opportunité de parler de régurgitation aortique. Et j'ai rajouté dans le titre « Est-ce que je comprends ?» parce que je pense qu'un des points essentiels de cette présentation, c'est d'insister sur le fait que la fuite aortique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à évaluer aujourd'hui. Et on a besoin souvent d'une approche répétée, multiparamétrique, pour bien comprendre et pour bien savoir comment on va traiter le patient. Alors, premier message clé, à mon sens, c'est que si on a un patient qui a un souffle systolo-diastolique ou diastolique, il faut quand même savoir s'il n'a pas de la fièvre et si à tout hasard, ce n'est pas une endocardite, comme le cas que vous avez sur cette diapositive. Et donc, je pense que devant toute fuite aortique, il faut se poser la question de l'endocardite pour ne pas passer à côté. Une fois que le thème de l'endocardite est traité, je n'y reviendrai pas. Je pense qu'il y a des questions qui sont très importantes à se poser quand on a un patient qui a une régurgitation aortique. C'est d'abord de savoir si cette fuite est sévère ou pas, si cette fuite est associée à la présence de symptômes ou pas, si les symptômes que le patient rapporte et pour lesquels il vient nous consulter sont éventuellement on peut les rapporter ou pas à la valvulopathie. Ensuite, et ça fera écho au topo de Martine Gillard tout à l'heure, il faut se poser la question de l'espérance de vie du patient, de ce que le patient attend de sa qualité de vie, et peut-être en fonction adapter la prise en charge thérapeutique, et puis savoir quels vont être les bénéfices attendus d'une intervention par rapport à l'évolution spontanée de cette fuite aortique dont on sait que l'évolution est lente, longue et progressive. Bien sûr, il faut discuter avec le patient pour avoir une notion de ce que lui souhaite, et puis en fonction des possibilités locales aussi, on pourra être amené à proposer différents types d'interventions. On verra que donc les prothèses percutanées, par exemple, arrivent, mais elles ne sont pas disponibles partout, loin de là. Alors, la fuite aortique, si je me place dans le rôle de l'imageur, puisque c'est mon rôle aujourd'hui, il faut être très méticuleux et très strict dans l'évaluation, avant tout échocardiographique, de cette valve aortique. Il faut comprendre quelle est la taille de l'anneau aortique, il faut s'intéresser au culot aortique, il faut comprendre les mécanismes et donc l'étiologie de la régurgitation aortique, apprécier le retentissement de cette fuite aortique sur les cavités d'amont, donc le ventricule gauche essentiellement, mais aussi l'oreillette gauche, et en fonction de la cause potentielle de la fuite aortique, se poser la question de savoir si le patient est accessible à une réparation valvulaire, oui ou non. Pour cela, les techniques échographiques ont beaucoup progressé et elles céderont, pour un nombre de cas significatif de patients, de la pratique d'une IRM cardiaque si on est en difficulté avec l'échocardiographie. Vous voyez sur ces images que j'ai mis une part relativement belle à l'échographie tridimensionnelle. Pourquoi ? Parce que si on veut analyser le complexe valve aortique, culot aortique, le fait d'avoir l'échographie tridimensionnelle va nous être d'une très grande aide et on utilisera les modalités MPR que vous connaissez sans doute déjà, qui vont permettre de naviguer dans le volume et bien comprendre le mécanisme de la régurgitation aortique. Alors, il va falloir quantifier cette régurgitation aortique et là, il y a différents paramètres que l'on peut utiliser. Certains sont bons, d'autres moins bons. Aucun n'est parfait. Aucun n'est parfait. Donc, il faudra être un peu expert quand même et se poser des questions sur la relation qu'il y a entre la fuite aortique que l'on quantifie et les conséquences que l'on a sur le ventricule gauche. Ça paraît très peu probable, par exemple, qu'un patient ait une régurgitation aortique sévère avec un ventricule gauche absolument pas dilaté. C'est même a priori impossible. Donc il faudra vraiment mettre en relation les conséquences sur le ventricule avec la sévérité de la fuite. Et vous voyez que j'ai entouré deux paramètres. Le flux dans l'aorte descendante initiale, le flux diastolique dans l'aorte descendante initiale, qui est un paramètre indirect mais très corrélé à la sévérité de la fuite. Et pour les paramètres directement liés à la valve aortique, j'insiste essentiellement sur la vena contracta en 2D ou mieux en tridimensionnel si elle est possible, avec ce cutoff de 6 mm pour définir une fuite aortique probablement sévère. Vous voyez que je n'ai pas entouré la surface de l'orifice régurgitant exprès,
parce que c'est extrêmement difficile à faire, peu reproductible et finalement sans doute pas le paramètre le plus utile au quotidien. Permettez-moi d'insister maintenant sur l'importance du ventricule gauche et que finalement énormément des patients que l'on va voir vont être conduits à proposer une intervention parce qu'ils ont une fuite aortique sévère, mais aussi et surtout parce qu'ils ont des conséquences ventriculaires gauches. Est-ce que le diamètre télésystolique du ventricule gauche indexé est inférieur ou supérieur à 25 mm par mètre carré? Est-ce que la fraction d'éjection est inférieure ou égale à 55%? Ce sont des données extrêmement importantes. On ne peut pas attendre que le patient ait 50% de fraction d'éjection pour se poser la question d'un traitement d'une fuite aortique. Il faut se poser la question avant. Quand on est à 50%, c'est déjà qu'on est à un stade plus que chirurgical. De la même manière, le diamètre télésystolique, il ne faut vraiment pas attendre que ce diamètre dépasse 25 mm par mètre carré avant d'envisager la chirurgie. On risque d'arriver à un stade trop avancé de la maladie. Point particulier, relativement récent, c'est qu'il va falloir distinguer les patients en fonction de leur âge et de leur sexe. Il a été démontré de manière assez reproductible sur au moins 2 papiers à ma connaissance que plus on est âgé, moins on dilate son ventricule gauche et que donc, effectivement, chez des patients de plus de 75 ans, on peut avoir une fuite aortique très sévère avec un ventricule gauche qui n'atteint pas les diamètres des cut-offs des recommandations, ce en particulier chez la femme. La femme a une tendance à moins dilater son ventricule gauche que ne le fait l'homme, et donc on va dire que, comme parfois, comme souvent, les femmes peuvent poser un problème diagnostique et un risque de sous-estimation de la sévérité de la fuite, et donc je voudrais attirer votre attention sur l'importance d'être particulièrement méticulé dans la prise en charge des femmes qui ont une régurgitation aortique. Et vous voyez que les cut-offs, ici, en fonction de l'âge et en fonction du sexe, ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez qu'on va avoir des cut-offs ici de volume télésystolique indexé à 50 ml par mètre carré chez l'homme, alors que ça va être chez l'homme de moins de 60 ans, alors que ça va être 35 au-delà de 60 ans. Et chez la femme, vous voyez qu'on a 27 mm de volume télésystolique indexé pour définir une patiente en l'occurrence, qui va avoir un pronostic péjoratif. Les guidelines européennes. Une diapositive, elles reprennent ce que je viens de dire en quelque sorte. La vena contracta comme un marqueur très important pour définir la sévérité de la fuite, supérieure à 6 mm, très très important. Après, on peut compléter et faire les autres paramètres. Si on n'est pas sûr de la sévérité, on peut utiliser l'IRM et mesurer la fraction de régurgitation qui doit être supérieure à 40%. Une fois qu'on a défini le fait que le patient a une fuite aortique sévère, on va comprendre le mécanisme et donc regarder souvent en échographie transthoracique et transœsophagienne, peut-être parfois aider du scanner, et puis on va apprécier le dommage myocardique avec l'échocardiographie et potentiellement l'IRM cardiaque. Si le patient est symptomatique, ce n'est pas très compliqué, on va avoir une indication de classe 1 pour opérer le patient. Si le patient est asymptomatique, on va se baser surtout sur les critères de remodelage. Et donc, permettez-moi d'insister sur le fait qu'en dessous de 50%, vous êtes en retard. Au-dessus de 50 mm de diamètre télésystolique du ventricule gauche, vous êtes en retard. Et donc, il faut penser à la chirurgie avant 55, avant 50 mm, voire avant 25 mm par mètre carré. Circonstance particulière qui n'est pas si exceptionnelle, c'est vous avez un patient qui vient vous consulter et il a un ventricule gauche dilaté. Vous faites un coup de Doppler couleur et vous voyez qu'il y a une fuite aortique, vous avez du mal à savoir si elle est sévère ou pas. Il n'est pas exceptionnel de faire le diagnostic de fuite aortique sévère, non pas parce que le patient a un souffle, non pas parce que l'on sait qu'il a une bicuspidie ou quelque chose comme ça, mais parce qu'il consulte pour une cardiomyopathie dilatée. Donc il faut vraiment être méfiant, la porte d'entrée cardiomyopathie dilatée n'est pas exceptionnelle dans le diagnostic de fuite aortique sévère, et donc là, prière d'utiliser la vena contracta avec ce cutoff de 6 mm pour repérer les patients qui vont être sévères. D'ici quelques semaines, vous pourrez voir ce papier dans JACC, qui est un papier de synthèse qui reprend un petit peu l'état de l'art sur ce que l'on peut faire dans la prise en charge de la fuite aortique. Et il reprend exactement la même chose avec, vous voyez, l'échocardiographie en première intention, l'IRM qui peut être intéressant pour quantifier la fraction de régurgitation et apprécier la présence de fibrose ou pas, et le scanner qui peut nous aider à mieux définir le phénotype de la pathologie. Et puis, il y a quelque chose dont je n'ai pas encore parlé,
c'est la aorte ascendante. Je vais y revenir. Mais avant de parler de la aorte ascendante, je voulais revenir sur l'importance de savoir qu'on parle de la fraction d'éjection, 55-50%, et le volume télésystolique du ventricule gauche. Si on y rajoute le strain global longitudinal, qui est un marqueur aussi de mauvais pronostic dans la fuite aortique, avec ici ce cutoff de 15, on voit qu'il y a des patients où on va avoir les 3 paramètres qui vont être convergents, donc là c'est facile, mais il y a aussi des patients où les paramètres vont être divergents. Et donc, s'il y en a un des 3 qui est mauvais, il faudra vraiment se poser la question et commencer à préparer le patient à la chirurgie. Car quel que soit ce paramètre, que ce soit la fraction d'éjection, que ce soit le diamètre télésystolique du ventricule gauche ou le strain global longitudinal, chacun d'entre eux vont être le reflet d'un pronostic plus mauvais, avec bien sûr un rôle additif pour les 14 qui se trouvent au milieu. L'aorte. L'aorte, il va être très important de prendre le temps de la décrire précisément, de quantifier ses dimensions, mais aussi de la décrire. Ce n'est pas du tout pareil d'avoir une dilatation de l'aorte sinusienne versus une dilatation de l'aorte tubulaire. Le pronostic n'est pas le même en termes de risque de dissection aortique, mais la prise en charge thérapeutique ne sera pas nécessairement non plus la même. Donc il faut bien décrire dans le compte-rendu si la dilatation concerne essentiellement l'aorte tubulaire ou si la dilatation concerne les sinus de Valsalva. Et vous voyez cette recommandation, ce consensus du JACC dont je parlais tout à l'heure, qui va distinguer, regardez bien, je vais essayer de faire ça si j'y arrive, voilà. On va distinguer le 1A et le 1B en fonction de l'endroit où l'aorte ascendante va être dilatée dans les fuites de type 1 par dilatation de l'anneau. Donc c'est vraiment très important de bien distinguer où se trouve la dilatation de l'aorte et bien le rapporter au chirurgien pour adapter la prise en charge thérapeutique, car vous voyez que la prise en charge n'est pas la même. On peut réimplanter les coronaires si on a une dilatation des sinus, et on peut s'affranchir de réimplanter les coronaires si c'est l'aorte tubulaire qui est dilatée. On a bien sûr les prolapsus, on a les fenestrations, je vais y revenir, et puis il y a les formes restrictives sur lesquelles je n'insisterai pas beaucoup. Pour ce qui est des dimensions de l'aorte, prudence, le scanner n'a pas les mêmes méthodologies de mesure que l'échographie. Pour ce qui est de l'échocardiographie, on va faire de bord à bord. Donc on va inclure l'endothélium dans la paroi pour le bord supérieur et on va l'exclure pour la partie inférieure, là où le scanner mesure d'interne à interne. Donc il n'est pas étonnant d'avoir des petites discordances entre l'échographie et le scanner, car la méthode de mesure n'est pas exactement la même. Point très important pour les dimensions de l'aorte, il faut savoir que le risque de dilatation de l'aorte ascendante n'est pas le même en fonction du type de valvulopathie aortique. C'est pour ça qu'on parle de complexe regroupant l'aorte tubulaire, enfin l'aorte ascendante, et la valve aortique. Si vous avez une valve aortique qui est bicuspide, le risque de dilatation de l'aorte ascendante est beaucoup plus important que si vous avez une valve aortique qui est tricuspide. Vous pouvez le voir sur ce graphique. Les critères qui vont conduire à une intervention. Bien sûr, si on est supérieur à 55 mm, il n'y a pas de question, il faudra envisager une chirurgie si le patient n'est pas à trop haut risque pour le remplacement de l'aorte ascendante. De plus en plus, on tend à opérer les patients dès le cut-off de 50 mm, et ce de manière indiscutable si on a valve est bicuspide, et on utilisera même le 45 mm dans la maladie de Marfan, car souvent les patients qui ont une maladie de Marfan ont aussi d'autres facteurs de risque qui fait que l'on va être craintif du risque de dissection aortique. Donc, au-delà de 50 mm, être très prudent et commencer à préparer le patient à l'idée qu'il va falloir envisager une intervention chirurgicale. Et j'ai mis en rouge, je me suis permis, le syndrome de Turner, donc ces femmes qui peuvent éventuellement avoir une grossesse induite et qui sont à très haut risque de dissection aortique au cours de ces grossesses, et on sera amené à proposer une intervention chirurgicale si l'aorte ascendante dépasse 25 mm par mètre carré. Donc vraiment, être très attentif à l'aorte, en décrire le phénotype et bien mesurer les différentes mesures essentielles, l'aorte sinusienne, la jonction sinotubulaire et l'aorte tubulaire. Dans la bicuspidie, qui est une pathologie très fréquente dans la fuite aortique, on va souvent avoir une aorte en bouteille de Coca-Cola, comme j'ai l'habitude de dire. Vous voyez cette bouteille de Coca-Cola que j'apprécie tout particulièrement, avec donc une dilatation de l'aorte tubulaire. Et donc, il va falloir monter d'un espace intercostal pour faire la mesure et ne pas passer à côté de cette dilatation de l'aorte tubulaire. Le risque, c'est de dire que l'aorte n'est pas dilatée parce qu'on n'a vu que l'aorte sinusienne, alors qu'en fait, on a 55 mm sur la portion tubulaire.
La bicuspidie valvulaire aortique répond à de nouvelles recommandations aujourd'hui. On ne parle plus de bicuspidie LR ou comme on faisait précédemment. Maintenant, on décrit les choses. On dit que l'on a 2 cuspes ou qu'on a 3 cuspes avec une fusion qui est complète ou une fusion qui est partielle. On dit si on a 2 sinus de Valsalva ou si on a 3 sinus de Valsalva. Il faut vraiment décrire ce que l'on voit. Pas forcément mettre des numéros, mais plutôt décrire ce que l'on voit, car c'est très important pour le chirurgien de savoir comment est la valve, y a-t-il 3 sinus de Valsalva, le rafé est-il complet ou est-il incomplet, l'angulation de ce rafé est-elle aiguë ou obtuse. C'est vraiment très très important de pouvoir rapporter ces informations. Ensuite, il va falloir regarder la valve aortique et éventuellement mesurer les dimensions de la valve aortique. Ça, c'est plus pour les gens qui vont faire de la plastie aortique. Donc, je ne sais pas si ça se fait en Tunisie, c'est très spécialisé, mais c'est important de se poser ces questions. J'utilise juste cette notion-là, avec Alain Bérébi devant moi, pour insister sur ce point, c'est qu'il faut faire des acquisitions sur la valve aortique en 3 dimensions et utiliser ce mode MPR pour pouvoir aller mesurer ces dimensions dont je vous ai montré les exemples sur la diapositive précédente, à chacune des commissures, en fonction de chacune des valves que vous allez analyser, vous allez pouvoir, grâce à cette modalité MPR, mesurer tous ces paramètres très facilement. Et bien sûr, ça va être très bien corrélé à ce que l'on va observer en péropératoire. Les fenestrations, c'est très difficile en échographie. On a la chance qu'aujourd'hui, les techniques ont progressé. Et vous voyez par exemple un exemple d'un patient que j'ai vu très récemment qui, à l'évidence, a une fenestration ici avec un trou dans la valve que l'on repère très facilement avec un contour en Doppler couleur qui est très précis. Et bien sûr, une fuite aortique qui est très sévère. Mais une fenestration va conduire à ne pas proposer une réparation valvulaire, mais un remplacement valvulaire. Donc, savoir décrire le mécanisme de la fuite, c'est très important. Est-ce que le jeu valvulaire est normal? Est-ce que le jeu valvulaire est excessif? Est-ce que le jeu valvulaire est restreint? Et y a-t-il ou non un aspect qui évoque une fenestration? Donc, on retrouve un peu la classification de Carpentier que vous connaissez pour la valve mitrale. C'est très important de rapporter cela dans le compte-rendu. Ça va guider l'intervention à la suite. Donc, je la remets ici de manière très simple et un peu ancienne. Mais est-ce que le jeu valvulaire est normal? Et dans ce cas-là, c'est le culot qui est dilaté. Est-ce que le jeu est augmenté? Et dans ce cas-là, il y a un prolapsus ou éventuellement une fenestration. Ou est-ce qu'au contraire, le jeu est restreint sur un rhumatisme articulaire aigu, par exemple, où là, bien sûr, on ne pourra pas faire de réparation valvulaire. Le scanner prend une place toute nouvelle dans l'appréciation des mécanismes de la fuite aortique. Et on va quantifier et regarder la localisation des calcifications valvulaires, car si on envisage de faire un traitement percutané de cette bicuspidie valvulaire aortique, il faudra s'assurer que les calcifications ne sont pas extrêmement excentriques, localisées sur le rafé essentiellement, mais bien réparties de manière plus homogène. Donc très important d'avoir recours au scanner, en particulier si on envisage un traitement percutané, vraiment très important. Et puis, permettez-moi juste de finir par quelques petites questions pour vous, pour être sûr que vous êtes bien réveillés. Et je vais vous montrer quelques exemples, et j'aurais voulu avoir votre avis. Qu'est-ce que c'est que cela? Est-ce que c'est une valve tricuspide? Est-ce que c'est une valve bicuspide? Et si c'est une valve bicuspide, parce que je pense qu'elle est quand même bicuspide, est-ce qu'il y a 3 sinus de Valsalva ou est-ce qu'il y a 2 sinus de Valsalva? L'échographie transœsophagienne va nous permettre de répondre à ces questions. Et donc là, on voit qu'il y a 2 sinus de Valsalva, un ici et un ici. Et on a donc affaire à une bicuspidie avec un rafé ici que l'on voit assez nettement. La fuite est sévère. Donc ça, ce n'était pas très difficile. Ici, un autre exemple d'un patient relativement jeune qui a une fuite aortique sévère avec un débit sous-aortique, je reprends le pointeur, un débit sous-aortique qui est supérieur à 9 litres par minute. Ça, c'est un marqueur très fort pour dire que la fuite va être sévère. Une pression artérielle diastolique qui est à 35, catastrophe. Il faut le conduire au bloc opératoire tout de suite. Un effet télédiastolique dans l'isthme qui est à presque 30 cm par seconde, catastrophe. Il faut vraiment conduire ce malade au bloc tout de suite. Pour autant, le ventricule gauche n'est pas très dilaté. La fuite est extrêmement sévère. Quel est le mécanisme de cette fuite? Regardez bien. Ça ne passe pas très bien. On va y revenir. Je passe au cas suivant pour ne pas prendre trop de retard. Cas suivant, encore un patient jeune. Un patient jeune qui a un cœur dilaté, une fuite aortique très sévère, un patient qui est symptomatique. Vous voyez l'élongation du foyer antérieur de la valve mitrale, dont j'ai oublié le nom propre, mais qui est tout à fait caractéristique d'une fuite aortique qui ne vient pas d'apparaître aujourd'hui, mais qui existe depuis un certain temps. Regardez la valve aortique.
en échographie transœsophagienne, en utilisant ce mode MPR, très important, vous voyez que l'ouverture de la valve aortique se fait de manière excentrée, pas du tout au centre de la valve. On a affaire à quelque chose de tout à fait particulier. On a affaire non pas à une valve bicuspide, mais à une valve unicuspide. Regardez bien les valves aortiques. Si la valve s'ouvre au milieu, elle est soit tricuspide, soit bicuspide. Si elle s'ouvre de manière très excentrée, elle ne peut pas être bicuspide, elle est unicuspide. Et donc c'est très différent. Donc il faudra faire la part entre ce que c'est qu'une valve tricuspide, une valve bicuspide avec raphée, sans raphée, avec 2 ou 3 sinus, et une valve éventuellement unicuspide. Et puisque vous avez été sage, je vous donne en prime une valve quadricuspide. Après la valve unicuspide, il fallait que je mette la valve au milieu, à 3 cuspes. Et donc, juste la valve quadricuspide, qui bien sûr va avoir une prise en charge très différente, ça passe pas très bien. Bon, tant pis. La valve quadricuspide qui va avoir une prise en charge très différente. Le patient est jeune, il a une fuite très sévère, et bien sûr, on ne pourra pas réparer cette valve, il faudra la changer. Donc pour conclure, j'ai été un tout petit peu long, je m'en excuse. Il faut être très attentif dans la régurgitation aortique, le risque de sous-estimer la sévérité de la fuite. On risque de sous-estimer la sévérité de la fuite. Regardez bien les dimensions du ventricule gauche. Regardez bien le phénotype de votre insuffisance aortique. Tricuspide, bicuspide, unicuspide, quadricuspide. Y a-t-il des calcifications? Où sont les calcifications? Peut-on envisager une réparation valvulaire parce qu'on a une pathologie du culot aortique? Où est cette pathologie du culot aortique? Et quantifier la régurgitation, le débit sous-aortique supérieur à 9 litres par minute, la vena contracta supérieure à 6, l'effet télédiastolique dans l'isthme supérieur à 20 cm par seconde sont des points très importants. Ne pas se limiter à l'échographie transthoracique, même si elle est essentielle, faire l'échographie transœsophagienne et souvent avoir recours à l'IRM pour éventuellement quantifier et apprécier le retentissement, au scanner pour apprécier le mécanisme. Et pensez que si vous avez une bicuspidie, il faut sans doute tester les descendants du patient et rechercher la bicuspidie chez les apparentés. Je vous remercie. Merci, professeur Donald. Bravo pour cet excellent topo sur l'insuffisance aortique. Les questions seront laissées à la fin. Donc là, on a le grand plaisir d'appeler professeur Leila Basder, qui est le chef service de cardiologie, ainsi qu'elle est la coordinatrice du groupe de travail de l'échographie cardiaque au sein de la Société tunisienne de cardiologie. À vous la parole, Dr Basder, pour nous parler de quand opérer une insuffisance aortique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les présidents. Donc, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à cette session en tant qu'oratrice et je vais vous parler donc des indications opératoires dans l'insuffisance aortique. Je vais parler de l'insuffisance aortique chronique. L'IA sévère, c'est un contexte très particulier où l'indication opératoire est le plus souvent posée vu la mauvaise tolérance et donc nous allons parler de l'insuffisance aortique chronique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Donc, comme vous le voyez, l'insuffisance aortique représente 10% des valvulopathies natives. C'est la troisième valvulopathie en matière de prévalence après la sténose aortique et l'insuffisance mitrale. Son étiologie est essentiellement dégénérative dans les pays développés et dans notre pays, elle est rhumatismale dans 50% des cas, dégénérative ou bicuspidie dans 40% de cas, ce qui a été donné donc par les résultats du registre Nature Valve. Alors, avant de poser l'indication opératoire chez un patient qui a une insuffisance aortique, il y a des questions essentielles auxquelles on doit répondre. D'abord, est-ce que l'insuffisance aortique est sévère? Quelles sont ses étiologies? Quels sont ses mécanismes? Et puis, est-ce que le patient est symptomatique ou pas? Si le patient n'est pas symptomatique, quels sont les critères qui nous poussent à opérer ce patient en espérant avoir un bénéfice opératoire par rapport à la surveillance spontanée de ce patient? Alors, l'échocardiographie est l'examen de première intention pour évaluer aussi bien la sévérité de l'insuffisance aortique, mais aussi pour évaluer ses retentissements sur le ventricule gauche et sur les autres cavités cardiaques. Il faut aussi bien regarder la valve aortique pour étudier les mécanismes et s'orienter vers l'étiologie de cette insuffisance aortique et ne pas oublier aussi de regarder la racine aortique parce que la dilatation de la racine aortique a en elle-même une indication opératoire. Alors, dans l'évaluation d'une insuffisance aortique, vous voyez donc les critères de sévérité
de l'insuffisance aortique à l'échocardiographie, qui se base donc sur une approche intégrative multiparamétrique, avec des critères qualitatifs, semi-quantitatifs et quantitatifs. Et dans les critères quantitatifs, donc surface de l'orifice régurgitant supérieure ou égale à 30 mm² et un volume régurgité supérieur ou égal à 60 ml par battement, qui sont en faveur d'une insuffisance aortique sévère. Cette échocardiographie va aussi permettre d'étudier les mécanismes et le retentissement sur le ventricule gauche en matière de fraction d'éjection et de dimension ventriculaire gauche, c'est-à-dire diamètre et volume. Mais l'approche dans l'étude des valvulopathies, en particulier l'insuffisance aortique, doit être multimodale, avec ces dernières années l'apport de l'IRM cardiaque et du scanner cardiaque qui vont avoir un bénéfice essentiellement pour regarder le retentissement sur les cavités cardiaques, notamment le ventricule gauche, et même regarder parfois des critères infracliniques de retentissement ventriculaire gauche que nous allons voir tout à l'heure en matière d'IRM essentiellement. Alors, les recommandations américaines ont classé les valvulopathies en 4 stades A, B, C, D, et ce sont les stades C et D qui sont en faveur de valvulopathie sévère, notamment l'insuffisance aortique, avec un stade C où la valvulopathie est encore asymptomatique et le stade D où la valvulopathie devient symptomatique. Une valvulopathie asymptomatique, notamment une insuffisance aortique, va avoir une longue période de latence sans symptômes, mais avec une dégradation progressive, d'abord infraclinique, puis qui va être objectivée par des moyens d'imagerie au niveau de la fonction ventriculaire gauche. Et au stade symptomatique, c'est déjà un stade où on est très en retard parce que la dysfonction ventriculaire gauche va être sévère et on risque de ne pas avoir un bénéfice chirurgical. Alors, dans cette étude qui montre l'histoire naturelle de l'insuffisance aortique chez 246 patients qui ont été suivis de manière conservatrice, vous voyez que les facteurs prédictifs de mauvais pronostic et de mauvaise survie sont le stade NYHA, une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 55%, un diamètre télésystolique supérieur à 25 mm par mètre carré et la présence d'une fibrillation auriculaire. En ce qui concerne les symptômes, c'est un critère très important dans l'évaluation, puisque comme vous le voyez dans ces deux études, la première qui a suivi des patients sous traitement conservateur, la deuxième en une survie post-opératoire, vous voyez que le stade NYHA intervient dans la survie aussi bien spontanée que post-opératoire, et plus le patient est symptomatique, plus la survie va être mauvaise. Et pour les patients qui ont la plus mauvaise survie, ce sont surtout les stades NYHA 3-4, alors que les stades 1 ou 2 ont une meilleure survie post-opératoire. Donc, l'intervention chirurgicale précoce avant l'apparition des symptômes va avoir un bon impact sur la survie des patients en post-opératoire. Ce qu'on retrouve donc dans les recommandations aussi bien américaines qu'européennes, où les symptômes constituent donc une classe 1 d'opérabilité pour l'indication donc opératoire des patients symptomatiques. Qu'en est-il du patient asymptomatique? Chez le patient asymptomatique, faut-il opérer ou faut-il surveiller? Et dans ce cadre-là, nous allons mettre en balance le risque opératoire précoce et le bénéfice de la chirurgie en matière surtout de fonction ventriculaire gauche. Et c'est le HAT Team donc qui va décider en se basant sur des critères d'imagerie, et le critère principal, c'est l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. En effet, la fonction ventriculaire gauche a un impact pronostique important dans l'évolution post-opératoire donc des patients qui ont une insuffisance aortique sévère. Comme vous le voyez dans cette étude, ceux qui ont une fraction d'éjection basse vont avoir une mauvaise survie post-opératoire par rapport à ceux qui ont une fraction d'éjection supérieure à 50%. Ce qui donne donc au niveau des recommandations comme indication opératoire de classe 1, une fraction d'éjection inférieure ou égale à 50% ou un ventricule gauche dilaté avec un diamètre indexé supérieur ou égal à 25 mm par mètre carré. Dans les recommandations américaines, ils sont plus stricts en mettant le seuil de la fraction d'éjection à 55%. La chirurgie dans l'insuffisance aortique, bien sûr, est indiquée
notamment en classe 1 chez les patients qui vont subir un pontage ou une autre chirurgie valvulaire ou une chirurgie sur l'aorte ascendante. Alors, quand intervenir? Pour les patients qui ont une fuite modérée ou qui sont à risque, c'est le suivi qui va être indiqué, et c'est l'aorte ascendante qui va indiquer le risque opératoire si elle est dilatée, quel que soit le degré de la sévérité de l'insuffisance aortique. Dans les formes symptomatiques et dans les formes asymptomatiques avec dysfonction VG, c'est une indication opératoire de classe 1. Il reste les formes asymptomatiques sans dysfonction ventriculaire gauche. Faut-il intervenir précocement ou faut-il surveiller de manière attentive ces patients? Alors, dans cette étude qui répond à cette question chez les patients avec insuffisance aortique sévère et fraction d'éjection préservée, vous voyez que la survie donc, est améliorée à long terme chez les patients qui ont une intervention précoce, et cette survie est d'autant meilleure que le diamètre télésystolique indexé est inférieur à 20 mm par mètre carré. Donc, d'où une indication plus stricte pour des diamètres ventriculaires gauche plus faibles par rapport aux classes 1 des recommandations qui sont 25 mm par mètre carré. Chez les patients aussi asymptomatiques avec fraction d'éjection préservée, cette étude confirme donc les données précédentes en concluant que les patients asymptomatiques devraient être opérés pour une fraction d'éjection inférieure à 55% ou un diamètre télésystolique ventriculaire gauche supérieur à 20 ou 22 mm par mètre carré, ce qui nous donne donc, dans les recommandations européennes qu'américaines, donc c'est une classe 2 des recommandations, ce n'est pas une classe 1 parce qu'elle n'est pas basée sur des études randomisées, mais le patient devrait être opéré s'il atteint les seuils de 55% ou de diamètre supérieur ou égal à 22 mm par mètre carré ou un volume supérieur à 45 ml par mètre carré ou s'il a une dilatation progressive du ventricule gauche malgré une fraction d'éjection préservée à plus de 55%. Alors, quels sont les autres facteurs chez les patients asymptomatiques à fraction d'éjection préservée qui pourraient participer à pousser vers l'indication opératoire précoce? Eh bien, il y a les biomarqueurs BNP et NT-proBNP pour un seuil supérieur ou égal à 130 picogrammes par millilitre chez des patients à fraction d'éjection supérieure à 55% est un paramètre en faveur d'une meilleure survie si les patients sont opérés à un stade où les BNP sont inférieurs à 130 picogrammes par millilitre. De même, le strain global longitudinal ventriculaire gauche est un critère qui a été retrouvé dans des études avec un seuil à 19%. Lorsque le strain est inférieur à 19% en valeur absolue, c'est un critère subtil de dysfonction ventriculaire gauche malgré une fraction d'éjection préservée et devrait peut-être être utilisé pour identifier les patients qui commencent à dégrader leur fonction systolique ventriculaire gauche malgré une fraction d'éjection préservée. Un autre paramètre, c'est l'échocardiographie d'effort avec l'étude de la symptomatologie fonctionnelle, de la réponse de la pression artérielle et de la fraction d'éjection à l'effort. Et si à l'effort on observe une baisse de la fraction d'éjection, c'est un critère en faveur d'une indication opératoire malgré une fraction d'éjection préservée au repos. Enfin, la recherche de la fibrose myocardique à l'IRM cardiaque, c'est un paramètre très intéressant pour identifier un retentissement déjà précoce sur la fonction ventriculaire gauche malgré une fraction d'éjection ventriculaire gauche encore préservée. Et la présence d'une fibrose ou l'étendue de la fibrose doit pousser vers une chirurgie peut-être plus précoce que l'absence de cette fibrose à l'IRM cardiaque. Donc, quand opérer une insuffisance aortique? Alors, la première étape, quel que soit le degré de l'insuffisance aortique, regardez la racine aortique. Si la racine aortique est dilatée et dans les seuils de dilatation en fonction des différents facteurs de risque, c'est une indication opératoire avec ou sans action sur la valve mitrale selon le degré de sévérité de l'insuffisance aortique. Si, par contre, donc, la racine aortique est normale et que l'insuffisance aortique est sévère, il faut évaluer les symptômes pour l'IA chronique sévère.
Si le patient est symptomatique, c'est une classe 1 d'intervention chirurgicale. Il n'y a aucune discussion dans ce cadre-là. Si le patient est asymptomatique, comment faire? Il faut regarder, bien sûr, le retentissement sur la fonction ventriculaire gauche en matière de dilatation et de fraction d'éjection. Si les seuils de 50 mm et de 50% sont en deçà de ces seuils-là, il faut aller vers d'autres paramètres, notamment les volumes ventriculaires gauche à l'IRM cardiaque. Si les volumes ventriculaires gauche sont inférieurs à 45 ml par mètre carré en volume télésystolique, il faut regarder, c'est-à-dire qu'il n'y a ni dilatation ventriculaire, ni baisse de la fraction d'éjection en dessous de 55%, il faut aller voir d'autres critères plus subtils, comme la fibrose myocardique, l'altération du strain VG ou l'élévation des biomarqueurs. Et s'il y a donc une fibrose ou un de ces paramètres, peut-être qu'il faut intervenir plus précocement ou même au moins faire une surveillance très rapprochée de ces patients. Donc, l'étape la plus importante chez les patients asymptomatiques, c'est l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. Et les dernières recommandations européennes, donc de la Société européenne de cardiologie de 2025, nous mettent en classe 1 lorsque la fraction d'éjection est inférieure ou égale à 50% et où le diamètre télésystolique est supérieur ou égal à 25 mm par mètre carré, et en classe 2B lorsque la fraction d'éjection est inférieure ou égale à 55% et où le diamètre télésystolique supérieur à 22 mm par mètre carré ou le volume ventriculaire télésystolique supérieur à 45 ml par mètre carré. Donc, le patient peut être opéré, mais on peut céder d'autres paramètres de dysfonction VG plus subtils, comme éventuellement la présence d'une fibrose myocardique, un strain global longitudinal ABC ou donc des biomarqueurs élevés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Basdeh, d'avoir respecté le temps. Et merci pour cette très, très belle présentation qui va susciter sûrement beaucoup de remarques et beaucoup de questions. Donc, on va laisser, comme on vient de le dire, les questions à la fin. Et là, on va inviter un chirurgien, Dr Khalil de France, qui va nous parler d'innovation chirurgicale dans le traitement de la valve aortique en 2025. Merci. Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être là. Je vais essayer de vous parler un tout petit peu des indications, pas des indications chirurgicales, elles ont été déjà traitées, mais des différentes techniques qu'on a pour traiter une fuite aortique. Donc pour parler de fuite aortique, il faut qu'on parle un tout petit peu d'anatomie. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc la valve aortique, c'est pas trois feuillets, c'est une unité fonctionnelle dans laquelle s'intègre la valve aortique. Cette unité fonctionnelle s'appelle la racine aortique. Cette racine aortique, elle est limitée en bas par l'anneau aortique ou l'aortic annular base, qui est la ligne qui rejoint les trois nadyles des trois feuillets, la jonction sinotubulaire en haut qui joint l'anneau anatomique chirurgical ou hémodynamique comme on le souhaite, et la ventricular aortic junction, qui est la ligne en jaune, qui est la limite histologique entre le ventricule gauche et l'aorte. Cette valve aortique, donc cette racine aortique, elle a surtout des dimensions qu'il faudra respecter. Le diamètre de la racine de l'anneau aortique, c'est un anneau qui doit être aux alentours de 22, une jonction sinotubulaire en normal à 26 mm, mais le plus important que l'anneau, les diamètres bruts, c'est le rapport entre la jonction sinotubulaire et l'anneau qui doit être un rapport entre 1,1 et 1,3, en moyenne 1,2, sachant que c'est le rapport qui est plus important que les diamètres en absolu. Sachant qu'un anneau aortique est dilaté à partir de 25 mm et une jonction sinotubulaire est dilatée à partir de 35 mm. Deuxième chose très importante dans la racine aortique, c'est les sinus de Valsalva. Cette architecture en sinus de Valsalva, elle a deux rôles principaux. Le premier, il est diastolique, ce qui permet de créer des vortex pendant l'éjection qui vont initier la fermeture de la valve pendant la phase d'éjection. La deuxième fonction, elle est systolique, ce qui permet de diminuer le gradient transvalvulaire, surtout
quand le débit aortique il dépasse 5 litres, donc dans toutes les phases où il y a de l'effort. Cette racine aortique, aussi, elle est expansible. Donc, elle augmente en diamètre en systole, elle se rétrécit un tout petit peu en diastole, ce qui permet d'avoir l'ouverture des feuillets, ce que vous voyez en jaune, en feuilles de trèfle de la valve aortique au-delà de l'anneau. Et le moteur de cette expansion, c'est les triangles sous-commissuraux. Donc, qu'il faudra idéalement conserver. La dernière notion que je vais vous introduire, c'est ce qu'on appelle la hauteur effective. La hauteur effective étant la distance orthogonale entre le sommet d'un feuillet et le plan de l'anneau. Ça doit être égal à 9 mm. C'est ce qui définit ce qu'on appelle le prolapsus. Ça n'a rien à voir avec le prolapsus qu'on définit dans la valve mitrale. La valve mitrale, c'est le bord libre qui dépasse le plan de l'anneau. Ici, c'est une hauteur effective inférieure à 9. Donc, du coup, une hauteur effective inférieure à 9. Donc, prolapsus. Prolapsus, ça veut dire G excentré. Bien sûr, cette hauteur effective, elle dépend de la hauteur géométrique, c'est-à-dire de la quantité de tissu qu'on a, de diamètre de l'anneau, diamètre de la jonction sinotubulaire. En parlant de technique chirurgicale, on va séparer deux techniques, les techniques conservatrices ou de réparation et les techniques de remplacement. Donc, pour parler de remplacement, on a grosso modo 3 phénotypes dans la fuite aortique, soit un anévrisme de la racine, enfin, soit une fuite isolée, où il n'y a aucun diamètre qui est dilaté sur l'aorte, ni la racine ni l'aorte ascendante, et soit le phénotype racine ou aorte sus-coronaire. Le principe reste toujours le même. Il faut remplacer tous les segments de l'aorte qui sont dilatés. La deuxième chose, c'est qu'il faut stabiliser absolument l'anneau aortique pour traiter la dilatation éventuelle et surtout la restauration d'un rapport entre l'anneau aortique et la jonction sinotubulaire aux alentours de 1,2. La troisième chose, il faut traiter les lésions élémentaires au niveau de la valve, qui sont généralement de l'ordre de prolapsus. Le but principal de tout traitement d'un feuillet valvulaire, c'est de restaurer son hauteur effective aux alentours de 9 mm. Pourquoi 9 mm? Parce qu'à 9 mm de hauteur effective, on va avoir au moins 4 mm de hauteur de coaptation, ce qui va nous donner un bon résultat de réparation, c'est-à-dire pas de fuite ou maximum fuite grade 1 centrale. Si la fuite elle est excentrée, ça veut dire qu'il y a un prolapsus résiduel, ça veut dire qu'il y a une possibilité de récidive de la fuite. Donc la réparation, les conditions, il y a des conditions qui dépendent du patient, il ne faut pas qu'il soit trop vieux, que le cœur ne soit pas complètement dysfonctionnant. Pour l'aorte, il faut changer les segments de l'aorte. Et la valve aortique, on lui demande une qualité de tissu qui est très importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit calcifiée, rétractée, épaissie, ou dans l'autre sens, très fine, avec des fenestrations rompues ou pas, la fenestration étant une fragilité importante qui peut être réparée, mais il devrait utiliser un patch de péricarde qui est un facteur de récidive à moyen terme, donc à éviter. En plus de la qualité, on a besoin de la quantité. C'est ce qu'on appelle la hauteur géométrique, c'est-à-dire combien on a de tissu au niveau du feuillet. On a besoin au moins de 19 mm sur une valve bicuspide et 16 mm sur une valve tricuspide. Et la troisième chose, c'est le phénotype de la valve. C'est-à-dire qu'on peut réparer les valves tricuspides, bicuspides, enfin l'ancienne classification type 0 et 1, mais le type 2, c'est-à-dire les nucuspidies, il y a des études de longue, par Schaeffer surtout, de réparation, mais il faut créer une nouvelle commissure par 2 patchs de péricarde. C'est un facteur indépendant de récidive, donc c'est un peu, ce n'est plus d'actualité. Donc, le principe de la réparation valvulaire aortique, il est né, on a évolué d'un principe du sparing to repair, c'est-à-dire que c'était d'une conservation vers une réparation, parce qu'il faut toujours prendre ça comme un principe de réparation. Donc, il faudra remplacer l'aorte sus-coronaire s'il faut, et pour le phénotype racine, dans les années 80, Sir Yacoub, il a inventé cette technique de remodeling qui a une excellente hémodynamique vu qu'elle conserve les triangles sous-commissuraux, mais là, la fâcheuse conséquence qu'elle ne traite pas l'anneau, la dilatation de l'anneau, il ne le stabilise pas. Ce qui a amené Tyrone David à inventer sa réimplantation ou l'inclusion, où la valve est incluse complètement dans un tube inextensible, ce qui fait stabiliser et l'anneau et la jonction sinotubulaire. Par contre, les triangles sous-commissuraux, ils sont emprisonnés, donc il n'y a aucune dynamique dans cette valve-là. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour ces valves, les différents phénotypes, donc quand on a une racine, moi personnellement ou mon équipe, on a tendance à faire des remodelings, c'est-à-dire des Yacoub, mais avec une stabilisation du feuillet de l'anneau aortique, toujours réparer le feuillet annulaire et on regarde avec le testeur de Schaeffer.
Quand on a un tube suscoronaire, il faut remplacer le tube, ce qui stabilise en soi-même la jonction sinotubulaire. Il faut faire une annuloplastie sous-valvulaire, mais comme on n'enlève pas les coronaires, donc il faudra la placer en sous-coronaire. Et pour les IA isolés, on fait une double annuloplastie. Une mention spéciale pour les valves bicuspides. Il faut remettre les commissures quel que soit à 180, c'est-à-dire se rapprocher de la forme 0 de Sievers, l'ancienne. Et pour ça, parfois quand l'orientation commissurale n'est pas bonne entre 120 et 130, il faudra applicaturer les sinus. Je vous fais une petite vidéo. Ça, une intervention de remodeling pour un anévrisme tricuspide. On remplace les 3 sinus. Là, les réimplantations des coronaires ils sont déjà faites. Et un anneau sous-valvulaire. Et il faudra toujours mesurer la hauteur effective avec en paire opératoire par le Schlesser de Schaeffers. Dans le cas de l'anévrisme suscoronaire, donc on remplace soit le sinus non coronaire, l'aorte suscoronaire, ou le sinus non coronaire quand le phénotype est bicuspide. Ça nous permet d'aider à orienter les commissures à 180 quand la racine elle est borderline. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire pour tous les malades qui ont 30 de racines, mais qui sont inférieurs à 45, parce qu'à 45, il y a une indication de remplacer tout le sinus, mais au moins entre 40 et 45. Et le troisième cas, une double annuloplastie pour les valves IA isolées. Ça, c'est une bicuspidie droite-gauche classique, anneau suscoronaire, sous-coronaire et une plicature du sinus qui est un facteur indépendant de durabilité de fuite parce que si les commissions ne sont pas à 80, c'est sténosant et secondairement, ça récidive. Des alternatives, c'est-à-dire qu'on parle de nouveautés un tout petit peu. Il y a ce qu'on appelle le Florida Sleeve. En fait, pour les centres qui ne sont pas très habitués à faire des réimplantations coronaires, des remplacements, on propose des techniques qui s'appellent le Florida Sleeve. On prend un tube, on fait l'équivalent d'un Tyrone David, mais sans réimplanter la coronaire. C'est-à-dire on garde la racine aortique, on ménage un espace à l'intérieur, en face des coronaires. Bon, bien sûr, il ne faudra pas les comprimer un tout petit peu. Il y a des études sur des dissection aortique avec Florida Sleeve, c'est-à-dire c'est une conservation sans remplacement, c'est-à-dire grosso modo, c'est un wrapping de la racine aortique. Pour faire un peu plus moderne, il y a ce qu'on appelle le PIRS, qui est un peu en vogue actuellement. PIRS, c'est Personalized Extra Aortic Root Support. C'est une prothèse qui s'appelle Exovac. Donc, on commence par un scanner ou une IRM, on fait une impression 3D de la racine et de l'aorte ascendante, sur laquelle on fait une prothèse sur mesure qui s'appelle Exovac, qui a été inventée par un bio-ingénieur qui avait une maladie de Marfan à 45, qui ne voulait pas se faire opérer à la base. Et puis, on ménage des espaces au niveau des coronaires, et on fait une sorte de wrapping. Au début, on faisait ça sous CEC et maintenant, on les fait sans CEC, c'est-à-dire off-pump, avec ce qu'on appelle une hypotension contrôlée. C'est-à-dire on va baisser la tension à 5-6 parce que ça reste quand même un enjeu de passer en dessous des coronaires. Il faut atteindre le plan de l'anneau extra-aortique à l'extérieur. Les premières expériences sont un peu just, mais on est quand même à 1500 implantations jusque-là. Et on peut voir sur cette photo les différents prototypes de racines. C'est toujours un support extérieur. Bien sûr, l'indication primaire, c'est les maladies de Marfan, bicuspidie avec dilatation sans fuite. Et les résultats sur les 200 premières implantations, on a une mortalité de 0,5, c'est-à-dire une mortalité. Il y a pas mal quand même d'atteintes coronaires, surtout au début des expériences. La survie, elle a une courbe qui est plutôt pas mal, mais en vrai, c'est difficile de valider le bénéfice de cette intervention parce que le but, c'est de ne pas avoir de dissection tout court. Et en la comparant par rapport au Bental ou par rapport aux conservations valvulaires avec remplacement de la racine, ce n'est pas les mêmes goals. Donc du coup, ça reste toujours encore à contrôler, mais je pense que c'est une très bonne idée quand même si on diminue le risque opératoire.
Je vais parler maintenant remplacement valvulaire aortique. 2 petits mots sur l'intervention de Ross. Donc, du coup, c'est l'utilisation d'une greffe, d'une valve pulmonaire en position aortique avec l'utilisation d'une homogreffe en position pulmonaire. Donc, c'est une intervention qui a eu beaucoup, enfin, c'est très ancien depuis les années 60, en fait. C'est Donald Ross qui l'a fait, qui a gardé une grosse indication en pédiatrie et elle retrouve un regain il y a une quinzaine, vingtaine d'années chez l'adulte jeune. C'est quand même une intervention qui a des avantages parce que toutes les études qu'on a, c'est des études monocentriques, monochirurgiennes. Donc, du coup, c'est très difficilement extrapolable. Et du coup, elle donne des avantages en termes d'excellente survie, l'absence d'anticoagulation, des hémodynamiques qui sont pas mal. Mais ça reste quand même une technique très compliquée, transforme un malade monovalvulaire en bivalvulaire, avec des réopérations qui, loin d'être nulles, autant sur l'homogreffe que sur l'homogreffe qui est la colotogreffe, avec des réinterventions compliquées. Donc le sujet type dans les indications actuelles dans les centres spécialisés, c'est le sujet jeune ou les femmes désireuses de grossesse avec un certain niveau d'activité, plutôt des rétrécissements que des fuites, parce que les fuites, ils ont la fâcheuse tendance à dilater les racines, même si on leur propose maintenant ce qu'on appelle une technique d'inclusion, c'est-à-dire on met l'autogreffe pulmonaire dans un tube qui est l'équivalent d'un terrain vide ou l'équivalent d'un Florida sleeve. Il y a même 200 cas parmi les 1500 cas d'Exovax et de la Pierce qui sont des supports pour des maladies de Ross. En fait. Bon, les résultats à long terme, donc, ils disent que, en fait, généralement, c'est confondu avec l'évolution de la population générale, mais que vous voyez sur le deuxième schéma, c'est la réopération sur l'autogreffe ou l'homogreffe qui atteint quand même aux alentours entre 45 et 50% à 20 ans. Hein, c'est loin d'être nul. Un petit mot sur les prothèses biologiques classiques. Bon, enfin, là, maintenant, il n'y a pas beaucoup de nouveautés là-dessus. On a des valves stentées, pas stentées. On sait que les valves péricardiques, elles sont un meilleur profil de durabilité que les valves porcines en position aortique, ce qui est l'inverse en position mitrale. Ce que vous voyez, le modèle C, c'est un modèle qui est, comment dire, dans le bioengineering qui est un peu mauvais parce que, par exemple, la trifecta, c'est-à-dire c'est des valves stentées, mais le tissu sont à l'extérieur. Donc, beaucoup de stress sur ces tissus-là et ça donne des dégénérescents. D'ailleurs, la trifecta, en France, elle est déremboursée et la Mitroflo, elle a beaucoup de dégénérescence relativement précoce. Il y a des valves, ce qu'on appelle les sutureless, c'est-à-dire c'est des valves biologiques montées sur des stents. Bon, l'Enable de Medtronic, elle a disparu. Il reste l'Intuiti et la Sorin. L'avantage principal, c'est de les utiliser dans des indications où on fait une mini-thoracotomie pour faire des mini-voies, ce qui nous permet d'avoir une valve biologique chirurgicale. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une double peine, c'est-à-dire c'est une valve qui a les inconvénients de la valve chirurgicale, c'est-à-dire incision et chirurgie, et les inconvénients du TAVI parce que la valve est crimpée. Donc, moi, j'arrive pas à trouver une solution. Troisième option, c'est, on en parle un peu de plus en plus, ce qu'on appelle l'intervention de Zaki, qui est une néocuspidisation de la valve aortique par un patch de péricarde autologue. Le patch de péricarde autologue, l'utilisation de ce patch-là, elle est aussi vieille que la chirurgie. Il y a comme Carlos Duran, etc., ils ont utilisé ces valves-là et on sait que ça ne marche pas. L'ingéniosité par rapport à Ozaki, c'est que c'est des 3 feuillets qui n'ont pas la taille égale. Il suit l'anatomie pour faire une valve sur mesure par rapport à la racine aortique. Le design, donc, ça donne une grosse hauteur effective qui, normalement, plus on a d'auteur effective, plus on a de la cooptation. Donc, généralement, c'est la durabilité, mais ça pose un problème d'obstruction coronaire. D'ailleurs, on est sur la 3e version d'Ozaki sur l'obstruction. Pas question d'imaginer même un TAVI dans ces valves-là. C'est l'obstruction coronaire immédiate. Pour l'avantage, c'est que ce soit des autologues, donc du coup, moins d'immunogénicité inductrice de calcification. Elle s'adapte un peu à l'anatomie. Bon, après, la disponibilité est faible coût parce que c'est gratos. Et les résultats à moyen terme, ils sont généralement à 4 ans. Sur la série d'Ozaki, on est à 9 ans, sachant que lui, il a plus de 60% de patients qui ont plus que 70 ans. Donc, ce n'est pas le prototype type de voir si la valve elle calcifie ou pas.
Un dernier mot sur les valves mécaniques. Les valves mécaniques, je les ai un peu excédées, je suis désolé, mais il me reste 1 minute. Valve à billes, valve monodisque, puis on est arrivé avec Saint-Jude, c'est très intéressant, je suis désolé, les valves Billy-Flett. On sait qu'ils sont durables, ils ont une bonne hémodynamique, on a les inconvénients, c'est le traitement anticoagulant. Puis Onyx, elle a créé une valve un peu plus spéciale parce que l'ouverture, elle est à 90 degrés, donc du coup, moins de stress. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'elle est incorporée dans une cage, donc du coup, il y a beaucoup moins de panus sous-valvulaires. L'inconvénient, c'est que c'est une valve énorme, donc du coup, pour l'implanter, il faut y aller vraiment, donc ce n'est pas le cas. L'avantage principal sur la valve Onyx, c'est l'étude PROACT. L'étude PROACT, où ils ont diminué le niveau d'anticoagulation de 2 à 3 classiques pour toutes les valves, à 1,5 à 2 d'INR, en rajoutant des antiagrégants plaquettaires au-delà des 3 premiers mois. Et le résultat est super. Pas d'augmentation des résultats de thromboembolique et diminution de 60% d'hémorragie. Et du coup, ils ont essayé de pousser le bouchon un peu plus bas. Ils ont fait une étude qui s'appelle PROACT-DISA en comparant l'AVK contre l'apixaban. Et là, c'est CATA. Étude arrêtée prématurément pour des problèmes d'AVC, etc. La même chose sur une étude sur le dabigatran, étude arrêtée précocement. Il reste juste pour le rivaroxaban, qui c'est une étude qui est toujours en cours d'inclusion jusqu'à la fin de cette année. C'est une étude coréenne et on verra les résultats. Vraiment, la dernière chose, c'est que ce concept-là de la valve mécanique, il est basé sur valve mécanique, corps étranger, thrombogénicité, anticoagulant. Et là, Carrel, en Suisse, il dit autre chose. En fait, on regarde sur le premier schéma à gauche, la ligne jaune, elle correspond à l'ouverture, les mouvements de la valve aortique en fonction du flux aortique. Et la ligne rouge, c'est la valve mécanique. Et en pointillé, en dessous, c'est le flux coronaire. Donc, une valve aortique biologique, elle bouge pendant la systole à cause des vortex, les fameux vortex qui vont initier la fermeture. Par contre, une valve mécanique, elle va, regardez la ligne en pointillé, elle arrive jusqu'à 0 et la valve aortique est toujours ouverte. Donc du coup, après, on aura une inversion du flux diastolique qui va fermer la valve. Et à ce moment-là, la fermeture, elle est vraiment très, très, très brutale. Elle se fait de 0,3 millisecondes. Et en faisant une fermeture brutale à ce moment-là, elle va créer ce qu'ils appellent un boiling ou une cavitation qui va créer une activation thrombogénique. Donc du coup, selon Carrel, la thrombogénicité des valves mécaniques, elle est due au design. Donc du coup, en proposant un autre design tri-leaflet, probablement il n'aura plus ça. Donc du coup, il parle de la triflo avec des implantations chez les animaux où il ne montre pas. Et je pense que la première implantation humaine, elle a eu il y a quelques mois. Et merci. Désolé d'avoir dépassé. Merci beaucoup, Dr Khalil, pour cette très très belle mise au point sur les indications chirurgicales de l'insuffisance aortique. Et là, on a vraiment le grand plaisir d'appeler notre le cher ami de la Tunisie, professeur Martin Gillard, qui est le Board of Europe PCR, cardiologue interventionnel, qui va nous parler surtout du traitement percutané de l'insuffisance aortique. À vous la parole, madame. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un immense plaisir d'être parmi vous. Et c'est un congrès que j'attends avec impatience tous les ans. Donc, je vais vous parler dans les quelques minutes qui restent à propos de la place éventuelle du TAVI dans cette indication d'insuffisance aortique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, comme vous le voyez, normalement, il n'y a pas de place puisque les dernières guidelines ont été très nettes. Insuffisance aortique qui doit être traitée, pour lequel une intervention est programmée, c'est la chirurgie. On sait cependant que la mortalité des patients qui malheureusement ne peuvent pas être traités par une valve et qui sont symptomatiques est importante, comme vous le voyez, entre 10 et 20% par an. On sait aussi qu'en chirurgie, on a des soucis pour opérer tout le monde, notamment lorsqu'il existe une insuffisance ventriculaire gauche sévère, lorsque le volume du ventricule est trop important, comme nous l'a très bien démontré le professeur Donal. Et on sait aussi que lorsque on regarde la population des patients qui ont été opérés pour une insuffisance aortique, on voit que ces patients n'y sont pas vraiment. Donc il y a peut-être une place pour réaliser un TAVI. Alors, il y a des TAVI qui ont été réalisés dans cette indication. Vous connaissez les cardiologues interventionnels No Limit.
Et on a des registres qui ont colligé l'ensemble de ces résultats. Donc ça, c'est des registres internationaux et qui ont comparé les anciennes valves classiques aux nouvelles valves qui sont utilisées, qui ont été développées pour le retrécissement aortique, et on a vu est-ce qu'elles sont efficaces dans l'insuffisance aortique. Eh bien, donc en bleu, ce sont les anciennes valves. En rouge, ce sont les nouvelles itérations, les nouveaux développements de ces valves développées pour le retrécissement aortique. On voit que les nouvelles font mieux, mais quand on regarde le niveau de complications, on s'aperçoit qu'ils sont importants. Quand vous voyez, vous avez la nécessité d'implanter une deuxième valve, 12%, il y a 18% d'échecs, il y a 18% de pacemakers, il y a une mortalité qui est très élevée, qui est à 30 jours, qui est aux alentours de 10%. C'est juste pas acceptable. Maintenant, on a un autre registre qui s'appelle le registre Panthéon, qui est aussi, ce sont des registres multicentriques au niveau Europe, aux États-Unis, Asie. Et là, ils ont, pareil, réalisé un registre de toutes les anciennes, les valves classiques, dites classiques, et ils ont regardé qu'est-ce que les cardiologues interventionnels prenaient pour traiter ces patients. Et on voit que la majorité, ce sont des valves self-expandable, comme les volutes, et qu'il existait quand même des centres où on mettait des valves développées au ballon. On avait donc à peu près 40% de MyValve ou de Sapien. Quels sont les résultats? Eh bien, les résultats sont identiques, que ce soit une self-expandable, une Evolute ou une Sapien ou une MyValve, cependant pareil. Regardez le niveau de complications, il est très très élevé, il est juste pas acceptable. On a des risques de migration dans plus de 15%. On a la nécessité d'une deuxième valve dans 10%. On a des fuites résiduelles. On a l'implantation de pacemaker dans 25%. Donc ça, voilà comment c'est quand on traite par TAVI avec les valves classiques l'insuffisance aortique. On va peut-être essayer de comprendre pourquoi ces valves dites classiques migrent. Pourquoi elles ne restent pas à l'endroit où on les place au moment de la procédure. Eh bien, c'est lié au fait qu'elles sont mal positionnées. On a aussi, elles n'arrivent pas à s'accrocher parce qu'une insuffisance aortique, dans la majorité des cas, il n'y a pas de calcification. Or, nos valves que l'on utilise dans la sténose aortique, elles tiennent par les calcifications. Donc, il n'y a rien pour les tenir. On les manipule, elles sont donc elles migrent très facilement. Et du coup, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et ce taux de valves qui vont emboliser au cours de la procédure est trop important pour que ce soit un traitement de référence. Surtout que ce sont des patients, comme je vous l'ai dit, qui étaient à haut risque chirurgical. Donc, ils sont des patients qui sont fragiles. Donc, on a essayé de déterminer quels étaient les éléments pour lesquels il fallait qu'on travaille pour avoir une solution plus pérenne, plus acceptable. Alors, le problème de l'insuffisance aortique, c'est que l'anneau est très large. Déjà, on n'a pas beaucoup de valves qui vont dedans. On a, comme vous l'a dit pendant les 3 précédentes présentations, on a très souvent une dilatation de l'aorte ascendante. On a, comme l'anneau est très elliptique, beaucoup plus elliptique que dans une sténose aortique, eh bien, on a plus de fuites avec les valves classiques. Donc, on a un risque de rupture, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir tendance à mettre une valve plus importante, plus grosse, et donc on a un risque de rompre l'anneau. Comme je vous le disais, il n'y a pas de calcium, donc la valve ne tient pas, et donc on a ce risque d'embolisation. Du coup, il y a eu 2 types de valves qui ont été fabriquées pour ça, qui sont dédiées à l'insuffisance aortique. La première, c'est la Genavalve, qui est marquée CE, vous voyez, donc c'est assez récent, en 2021. Et on a une autre valve qui est la J-valve, qui est un petit peu similaire, et celle-ci est d'origine chinoise, et pour l'instant, elle n'a pas de marquage CE, ni d'acceptation au niveau des États-Unis, au niveau de la FDA. Je vais commencer donc par cette nouvelle valve, la valve chinoise. Le but, c'est une valve bovine, donc d'après notre collègue chirurgien, c'est un bon élément, puisqu'il semble qu'en position aortique, ce soit mieux. Et donc le but, c'est d'aller mettre les clips au niveau des cuspes.
on vérifie, donc, alors je ne sais pas si ça marche, bon, c'est pas grave, on vérifie les cusps, et ensuite, une fois que les clips sont dans les cusps, on ouvre la valve et ça va venir pincer les feuillets de la valve entre les clips et le stent lui-même. Et comme ça, elle tient. Elle n'a pas besoin de calcium, elle tient toute seule. Alors, il y a 3 types de valves, trois tailles qui permettent de couvrir à peu près toute le panel de ce que l'on rencontre, sauf les très gros anneaux, ça, c'est pas possible. Et on a des études qui ont commencé, et on voit que le taux de succès est 100%, que le résultat est correct. Quand on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de... Quand on compare à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les valves dites classiques, on s'aperçoit qu'on est beaucoup mieux. On a une mortalité à 1 an qui est tout à fait raisonnable, on a un risque de pacemaker mais qui n'est plus à 25%, on a un risque de thrombose et de réintervention. Donc ça, c'est la valve chinoise pour laquelle on n'a pas trop d'éléments. Et puis on a la Genavalve qui, elle, est en porcine, donc peut-être pas si bien que ça si on en croit ce que l'on vient d'entendre. Là aussi, il y a trois types de valves, et elles sont... la quantité de valves traitées est un tout petit peu inférieure, c'est-à-dire que ça commence à 21 mm, ça ne touche pas les 18 mm, mais autrement, ça s'arrête également, comme pour la J-valve, à 27 mm. Alors, comment ça marche? Donc, là, de la même façon, on commence par mettre les picots, les clips dans les 3 cusps, et le but va être de vérifier si chaque picot est bien dans chaque cusp, et ensuite on la largue et la valve est tenue. Alors je vous montre un exemple. Donc là on vérifie que ce picot-là est bien dans la cusp coronaire gauche. Après on va faire la même chose pour la coronaire droite et même chose pour la non coronaire. Et vous allez voir, ça va très 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 vite. Une fois que les 3 picots sont dedans, sous rapide pacing, hop, elle est libérée. Vous voyez, c'est hyper rapide, ça s'ouvre en un instant et du coup la valve est tenue. Alors on a beaucoup plus de données que pour la valve chinoise, donc on a un gros registre international, et là pareil, on voit que les résultats sont bien meilleurs en ce qui concerne, ils sont tout à fait similaires à ce que donne un TAVI dans le rétrécissement aortique, donc là c'est dans l'insuffisance aortique. On a là maintenant, il y a eu une présentation qui a été faite PCR London Valve il y a 2 jours en late breaking, qui est publiée dans le Lancet et vous pourrez aller voir. Et on a donc la quantité de fuite résiduelle est vraiment très très faible. Et on sait que quand on a une fuite modérée chez une personne qui avait déjà une fuite, c'est mieux toléré que lorsqu'on a une fuite modérée sur un patient qui n'en avait pas, par exemple dans un rétrécissement aortique. Ensuite, on a la qualité de vie. On voit que la qualité de vie, elle est extraordinaire. Et donc, ça, ce sont des données qui ont été présentées et qui ont 1 an de recul. Donc, qu'est-ce que disent les guidelines? Grâce à ces différentes valves, on a eu une évolution des guidelines par rapport aux guidelines de 2021. Eh bien, on dit que c'est possible. On peut traiter nos patients par TAVI lorsqu'ils ont une insuffisance aortique, donc lorsque la chirurgie est à haut risque ou bien sûr contre-indiquée. Donc mes messages sont simples, j'espère que j'ai rattrapé le temps. Donc on voit que le TAVI est possible, mais ça reste quand même très challenging lorsque l'on utilise des valves classiques, les valves qui ont été développées pour le rétrécissement aortique, en fait, il faut le réaliser, et on sait qu'on a l'impression on peut se dire que cette valve est compliquée à positionner, mais pas du tout. Et donc, pour moi, il n'y a pas lieu de réaliser ces indications. Une fois que la personne sait implanter cette valve, elle peut être implantée dans tous les centres qui font du TAVI, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, il faut avoir le résultat à long terme, il ne faut pas se précipiter quand même, et ne traiter bien sûr que les patients pour lesquels la chirurgie n'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Je voudrais remercier les 4 orateurs pour leur belle présentation. Et malheureusement, pour cette session, il faudra qu'elle soit close et on va passer tout de suite le symposium de Sanofi.